c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant. Bonjour Olivier. Salut Laureline. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue en ce bon matin parce que nous enregistrons de bon matin. Donc moi j'ai mon petit café, toi Olivier tu as ton petit thé. Et ce mois-ci nous accueillons Alexandra de Slow Kyoto qui va pouvoir me prouver que j'ai tort sur Kyoto parce qu'elle m'a contactée en disant Laureline ce n'est pas possible. Et j'aime bien quand on lance des défis comme ça à nos auditeurs. Voilà, faut pas dire qu'on aime le Japon, faut dire qu'on l'aime pas. Ça se trouve la prochaine fois on sera même invité. Salut Alexandra. Bonjour Olivier, bonjour Laureline. Merci d'avoir accepté mon défi. C'est avec plaisir. Bienvenue à toi sur Tabibito. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices qui te connaissent peut-être pas, qui connaissent peut-être pas ton blog, et puis nous parler un peu de ta relation avec Kyoto du coup. Donc Alexandra, 45 ans. J'habite à Sheffield, en Angleterre. En fait, je suis expatriée depuis plus de 20 ans, voire 25 ans. Originaire de Grenoble, mais j'ai passé 12 ans donc, en Espagne, où j'ai rencontré mon mari Damien. Et puis, nous sommes venus en Angleterre nous installer il y a à peu près 10 ans. Voilà, donc on a 2 enfants maintenant. Et en fait, Slow Kyoto, depuis le départ, c'est une aventure familiale, parce que la première fois qu'on est allé au Japon, c'était donc maintenant en 2015. On avait déjà Tristan, qui avait 4 ans. Et puis depuis, donc en tout, on y est allé 4 fois au Japon, et on a toujours eu nos enfants avec nous. On est quand même parti pour des périodes plus ou moins longues, voire plusieurs mois, parfois. Donc voilà, on a créé le blog Slow Kyoto parce qu'en fait on est vraiment tombé amoureux de la ville et puis de toute la philosophie japonaise traditionnelle, les arts qu'on a découvert là-bas. Et en fait on était complètement... on n'y est allé pas du tout préparé. C'était pour le travail qu'on est parti. On a eu l'occasion d'aller faire un sabbatique. Damien donc, est professeur d'université. Il a travaillé là-bas, oui. à l'université de Kyoto. Ouais, il avait été invité. Et donc on est parti au départ 5 mois, de février à juillet. Et pour moi, ça a été un bouleversement. Vraiment, je pense que c'était aussi un moment de ma vie. Donc vous avez pas d'enfants, mais si un jour ça vous arrive, la crise des quarantaines en plus de ça. Et j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'avais besoin de me ressourcer. J'étais vraiment épuisée mentalement. Et là-bas, j'ai vraiment trouvé, une petite bulle de sérénité. Et je me suis vraiment sentie vivante pendant 5 mois, c'était génial. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que Tristan, donc mon fils au départ, il était censé rester avec moi toute la journée, bien entendu. Et en fait, j'ai trouvé une crèche, donc plusieurs heures par jour, tous les jours. J'ai pu me balader, au gré de mon intuition. Aussi. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ah, c'est génial de pouvoir quand même faire une grosse parenthèse comme ça dans ton quotidien, dans ta vie. Et puis toi, pouvoir avoir le luxe d'avoir ce temps et puis de vivre au rythme de la ville, quoi. Oui, exactement. Je pense que ça fait beaucoup de différence. On était logés donc à la résidence universitaire de Chugakuin. C'est pour ça aussi que, plus tard, vous verrez le parcours que j'ai choisi pour aujourd'hui. C'est vraiment un quartier qu'on connaît bien. Et on était donc logés là-bas. Et effectivement, du coup, on fait une vie de quartier. On va au supermarché, à la boulangerie, on prend le train. On rencontre les gens. Et du coup, je pense que c'est pas du tout le même état d'esprit qu'arriver pour 4 jours et puis courir dans tous les sens, repartir ailleurs. Oui. Je pense que c'est vraiment une ville qui mérite qu'on s'y attarde en fait. Je pense que d'après ce que j'ai lu, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes et c'est compréhensible quand on va au Japon, c'est souvent un rêve d'une vie.
c'est un voyage qui peut coûter cher, c'est loin, donc on a envie d'optimiser. Et souvent, j'ai entendu dire que les gens restent pas à Kyoto plus de 2 jours, 3 jours. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible. Parce que 2, 3 jours, en plus, quand je lis les temples où ils vont, ou les endroits où ils vont, je me dis, non, mais en fait, moi, j'irais pas du tout là si j'étais là que 2 jours. Ça me laissait un côté un petit goût d'amertume, je pense, en se disant, purée, je m'attendais vraiment à autre chose. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai vécu là-bas. Bah moi, tu vois, c'est un peu ça qui m'arrive à chaque fois que je vais à Kyoto ou même en faisant des recherches. En fait, bah comme ma première impression était, bon, elle était ok, mais j'étais restée une journée et demie. Oh Et non! puis la deuxième fois, en fait, j'y suis retournée, mais c'était en période sur la fin à Nami, donc il y avait énormément de monde et effectivement, en fait. Bah, on sait pas trop où commencer. À chaque fois, on a un peu cette appréhension, donc on n'ose plus trop s'aventurer non plus. Donc j'ai hâte que tu nous fasses découvrir un Kyoto un peu différent et un peu plus lent, un peu plus ancré dans la ville, en fait, parce que je pense que c'est cette différence entre le Kyoto touristique qui est hyper populaire et hyper mis en avant et le Kyoto du quotidien, en fait, qui peut-être attire moins les foules, mais qui a des petites pépites comme ça à découvrir. Oui, bah exactement. Et puis moi, je suis hyper content aussi que tu aies choisi ce circuit parce que, bon, bah, contrairement à Laureline, j'adore Kyoto. Et voilà, j'ai même sacrifié l'un de mes coups de cœur sur le prochain voyage puisqu'on part à 3 et je me suis enfoncé une épée dans le ventre puisque j'ai renoncé à Kyoto vu qu'il faut composer avec les envies des uns et des autres. D'accord. Donc, t'as ton prochain voyage déjà Oui, planifié? oui, 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 oui. Ah, c'est bien. Ça fait plaisir aussi. Mais c'est vrai que ce que tu vas nous présenter, c'est un coin où finalement on a moins l'idée d'aller. Et moi, c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était un peu d'avoir voilà, ton idée d'itinéraire. Et puis surtout sur une saison que tu vas nous présenter, qui est l'automne, qui est peut-être la plus belle saison, même avant le printemps à Kyoto. Oui, moi j'aime beaucoup le printemps aussi, hein. Mais c'est vrai que non, la période du Koyo à Kyoto est très belle. Mais contrairement, je trouve, au Hanami, c'est moins accessible parce qu'en fait, le Hanami, je trouve qu'il y a des cerisiers vraiment partout. Donc on se balade dans la ville, on voit des cerisiers, alors que vraiment des beaux érables ou des ginkgos, il faut quand même aller dans les temples et les jardins. Après, bon, Kyoto, comme c'est quand même une ville enclavée entre donc, 3 montagnes nord, est et ouest, il y a quand même forcément, il y a aussi d'autres arbres qui changent de couleur en cette saison et donc c'est vraiment quand même très très beau. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même faire l'effort à ce moment-là dans les temples et les jardins. Et malheureusement, c'est une saison qui est prise d'assaut par les photographes surtout. Donc il y a beaucoup beaucoup de touristes, mais les photographes adore ça et donc il y a des temples, c'est même pas la peine d'essayer d'y aller, même si effectivement ce serait peut-être le plus joli temple à aller voir. J'ai entendu dire que non, en fait on peut même pas s'asseoir pour contempler le jardin parce qu'il y a un accord tacite entre tous les photographes qui sont là où ils veulent vraiment personne, ils veulent juste la photo, donc du coup ça gâche un peu le plaisir. Donc moi j'ai choisi un quartier qui est je pense, comme tu disais, on a moins l'idée d'aller parce qu'en fait, il est peut-être moins accessible aussi. Pourtant, il n'est pas très loin du Temple d'Argent. Et donc le Temple d'Argent, c'est quand même un temple que moi, par contre, je recommande si on n'est jamais allé à Kyoto. Même s'il peut y avoir du monde, non, il vaut vraiment, vraiment la peine d'être vu. Et du coup, bon, bah, ça doit être 2 kilomètres de marche plus au nord. Et peut-être les gens n'y vont pas jusque là-bas. Voilà. De toute façon, après, t'as des bus, donc c'est pas non plus... Enfin, voilà. Oui, bien entendu, il y a des bus. On peut, justement, il y a la station de train aussi de Shugakuin si on commence par le nord. Donc en fait, on va peut-être recommencer du début. Est-ce qu'on parle de l'itinéraire? Donc en fait, l'itinéraire que j'ai choisi, c'est donc le nord-est de Kyoto, qui partirait donc de la villa impériale de Shugakuin, tout au nord, pour descendre jusqu'au temple Shisendo. Donc c'est un parcours... Nous, on aime marcher. Donc généralement on se déplace tout le temps à pied. Pour les personnes qui aiment moins marcher, bon, il faudra peut-être sélectionner un ou deux. Il y a toujours possibilité, donc bus pour arriver au premier, puis après taxi. L'idéal, ça serait vélo aussi. Je pense que c'est vraiment un parcours sympa à faire à vélo, parce que c'est des quartiers aussi vraiment très, très jolis, résidentiels, mais en même temps un peu, je dirais, rural. Il y a quand même plein de jardins, c'est tranquille, c'est sympa à faire à vélo.
Du coup, même avec les enfants, tu recommandes, enfin, y a pas trop dénivelé, ça se fait bien. Nos enfants, oui, alors Zoé, on avait la poussette à l'époque, et Tristan, en fait, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on amène sa trottinette, Ah, on la casse dans la valise, on avait une trottinette, elle se démonte. Et du coup, c'est juste super parce que lui, il se promène toute la journée à trottinette et puis nous, on peut marcher tranquillement. Donc voilà, ça c'était le bon plan, la trottinette. Et après, c'est vrai que c'est pas forcément facile de demander des fois au temple de garder la trottinette. Des fois, ils sont pas très contents, mais bon, en même temps, ils gardent des poussettes. Mais bon, vu qu'on n'a pas peur de se faire voler là-bas, on l'a laissé à l'entrée et puis voilà, on n'a jamais eu de problème. Donc non, même avec des enfants. Et puis de toute façon, je crois que du temple... Bon, la Villa Shugakuin, si jamais vous voulez visiter la Villa Shugakuin, de toute façon, au préalable, c'est une inscription, donc sur réservation. Mais là, justement, en préparant l'épisode, j'ai regardé et je pense que c'est à la suite du Covid. Maintenant, il y aurait une loterie. d'accord. Donc je suis même pas sûre qu'on puisse y aller. Il faut avoir la chance d'être tiré au sort. Je sais pas si ça va durer. Donc je vous en parlais quand même parce que je pense qu'elle n'est pas forcément très connue. Et c'est vraiment un jardin super. Alors on dit villa impériale, mais en même temps, ce qui se visite le moins justement, les bâtiments ne sont pas accessibles. Ils sont très éparpillés sur le domaine qui fait plus de 50 hectares. Ah oui, C'est quand d'accord, même. ouais. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment beau. Moi, je l'avais vu à la saison des pluies. Et donc là, c'est vert, c'est vraiment superbe. Damien, lui, était allé donc à l'automne. Et les photos donc, que je vous avais envoyées, c'était à l'automne. Donc à l'époque, oui. Avec un passeport, il faut avoir plus de 18 ans. On s'inscrit par internet, on réserve la date. Alors si on a envie d'y aller au mois de novembre, il faut vraiment s'y prendre super à l'avance parce qu'en fait là tout est pris. Mhm. Par contre c'est une visite guidée qui dure bien 1 heure et demie Ah oui. et en japonais, mais il nous donne un audio guide. Donc, Ah, ça va donc alors. voilà. Non, non, c'est bien. Donc du coup, t'as pas trop le côté frustrant avec le guide de te dire en fait, ben voilà, tu suis, tu peux peut-être pas rester autant de temps que tu voudrais à tel endroit, tel endroit. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est vraiment plus une balade dans la nature. Voilà. En fait, on suit un chemin, on grimpe pas mal. Donc, il y a du dénivelé. Il y a 3 jardins. Donc, ils appellent ça le jardin, celui du haut, du milieu et du bas. 3 jardins qui, d'après ce que j'ai compris, c'était construit autour de 3 bâtiments principaux aussi. Mais qu'on voit pas vraiment les bâtiments. En fait, on se promène plus dans le jardin. Et les bâtiments après, quand on s'approche, c'est plus des maisons de thé, d'après ce que je me souviens, et on les voit de l'extérieur, donc c'est quand même joli. On va voir des peintures sur les portes coulissantes, là, des fusuma, et puis on va voir quand même des jolies pièces, mais l'attrait principal, c'est le paysage. Et en fait, c'est vraiment magnifique parce que donc il y a du dénivelé, il y a une vue splendide sur les rizières qui d'ailleurs ont été rachetés apparemment par le gouvernement dans les années 60. Et du coup, maintenant, ils les louent aux paysans du coin. Donc, c'est quand même resté Ah ouais. très agriculture. Du coup, tout autour, il y a encore plein de rizières et plein de champs. Et le jardin, on ne sait pas exactement où il commence, où il s'arrête. Ah ouais. En plus de ça, donc c'est vraiment au pied du mont Yei. Je crois que c'est le mont Yei qu'on voit, les montagnes d'Higashiyama. Et d'ailleurs, ce jardin, voilà, il a été construit avec l'usage de ce qu'ils appellent la technique de l'emprunt, je crois. Donc, justement, que quand on regarde de tous les côtés, on ne voit pas de limite. On a l'impression que c'est vraiment un paysage. On est quelque part dans la montagne, quoi. Non, je suis en train de regarder les photos que tu nous as envoyées et c'est vrai que ça a l'air juste splendide avec une ligne d'horizon mais super long. On voit les montagnes qui entourent Kyoto. Ouais, vraiment super quoi. Mais c'est dingue ça, je savais pas qu'il y avait encore des rizières enfin aux portes de Kyoto comme ça. C'est vrai qu'on a un peu cette image de la ville en forme de damier qui a été reconstruite avec effectivement des petites oasis de temples à droite à gauche et puis sur le pourtour des montagnes. Mais j'imaginais pas qu'on pouvait voir ça, non, quoi. mais la prochaine fois que tu vas à Kyoto, passe dans ce quartier. Non, mais en fait, je pense que je vais renégocier mon abandon de Kyoto pour les Oui. le remettre en débat sur le prochain Voilà, circuit. exactement. Non, mais vraiment ce quartier, en fait, et justement quand Shugakuin, je crois qu'il y a un bus, mais après, en fait, de Shugakuin à Manjui, donc c'est pas loin. On voit souvent donc des paysans même qui laissent à l'extérieur, devant chez eux, ils vont laisser le fruit de leur récolte.
Et puis, ils mettent des prix, ou même pas, je crois, mais si, je crois quand même, avec une petite boîte. Donc, si on veut se servir des légumes, on a l'impression d'être à la campagne. Sincèrement, c'est vraiment chouette. Donc, Sugar Queen, c'est vraiment sympa parce que d'un côté, c'est bien comme c'est une visite guidée, c'est un petit groupe. On n'est pas, voilà, c'est contrôlé. Ouais, c'est vrai que c'est l'intérêt aussi, ouais. Et voilà, il y a donc il y a des étangs, il y a des rivières, c'est un très très beau jardin. Après, c'est pas aussi, je sais pas, c'est pas un jardin super entretenu avec des petits pins coupés. Enfin, c'est plus un jardin un peu pas sauvage non plus, mais entre les deux. Et est-ce tu te souviens du prix d'entrée ou c'est juste... C'est gratuit, c'est D'accord, gratuit. donc Ah c'est ouais. juste vraiment l'inscription Oui. et la loterie. Donc, ouais, Oui, voilà. Ouais, donc finalement, il faut tenter sa chance. Après, même si c'est une loterie, au pire, on n'est pas retenu, mais c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté. Bah après, le problème, c'est que si on part en famille ou en couple, ou je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui va va être tiré au sort, l'autre pas. Bon, c'est moins pratique, quoi. Avant, c'était peut-être plus simple d'y aller. Si on se prenait à l'avance, on avait forcément une place à l'heure convenue. Bah, garder un œil dessus au cas où les restrictions Covid Oui, changent. je pense que ça devrait changer. Je vois pas pourquoi, sinon. Bah, de ce que je vois, en plus, ils sont encore le masque est encore obligatoire. Il y a encore pas mal de restrictions Covid, donc il y a des chances que ça change d'ici les prochaines années. Donc, à garder un œil dessus, du coup, donc. Oui, oui, non, vraiment, vraiment, si vous avez l'occasion, je pense que c'est quand même un endroit sympa. Donc là, à l'automne, mais en fait en toute saison, voilà, même la période, la saison des pluies qui est pas forcément la plus attrayante là-bas, c'est beau parce que c'est vert et puis des fois il y a de la petite brume, enfin c'est sympa. Bon, bah, tu commences fort. Et alors après, où est-ce que tu nous emmènes? On descend un peu plus en direction du centre-ville. Donc voilà, on redescend vers le sud. Donc il y a un temple bouddhiste, le Manchuin. Alors ce temple est plus connu des touristes, je crois surtout chinois, mais japonais aussi. Ils savent que c'est un temple d'automne. Je me souviens qu'on l'avait visité. En fait, nous, quand on est arrivé à Kyoto, on n'avait même pas eu le temps de lire le guide. Et de toute façon, je crois que j'aime pas lire des guides, mais j'en achète toujours un au cas où. Je me dis que, mais finalement, je me balade et puis je découvre. Et donc on avait visité ce temple. Et après, on en avait parlé donc au professeur et il nous avait dit ah bon, mais c'est un temple d'automne, genre pourquoi vous êtes allé en cette saison quoi. Et du coup voilà, on avait appris que c'était un temple d'automne. Donc quand on y était à l'automne, on s'est dit bon ben on va y aller. Et je sais pas si je recommande forcément d'y entrer parce que il y a du monde et il y a d'autres temples qui sont plus jolis dans le coin. Donc ça dépend si on a le temps ou pas. Mais par contre, les abords du temple sont superbes parce que on est dans la forêt. Et donc c'est vraiment une balade en pleine forêt. Forcément il y a plein d'érables, il y a des arbres, il y a des petits étangs. C'est vraiment chouette. Et juste les bordures du temple aussi, il y a comme une allée d'érables. Donc rien que les abords du temple, en fait, ça vaut le coup d'aller se balader dans le coin. Et après, le temple en lui-même est sympa quand même, il est vraiment bien, dans le sens où il y a un jardin, mais il y a aussi l'expérience de l'architecture traditionnelle, que des fois, malheureusement, on n'a pas forcément dans tous les temples. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir se balader dans des pièces, et voilà, avoir l'expérience du tatami, il y a des belles calligraphies qui sont exposées. Et le jardin en lui-même, c'est un jardin sec, avec deux îlots, qu'ils appellent grue et tortue, je crois. Et puis, donc, il y a des azalées aussi, donc c'est aussi une bonne période pour y aller au mois de mai-juin. Il y a plein d'azalées donc, dans le fond. Et puis, il y a des érables. Non, le temple est sympa, est quand même sympa à faire. Mais comme je dis, si vous n'avez pas le temps, voilà, je pense qu'il y a deux temples que je préfère, encore un peu plus au sud. Parce que voilà, le truc à Kyoto, c'est qu'en fait, les sanctuaires sont gratuits, mais généralement, les plus beaux jardins sont dans les temples bouddhistes, qui eux sont payants. Ouais. Et ça fait quand même un beau budget. Je pense qu'il faut bien compter entre 500 et des fois 800 yens l'entrée par personne. Donc quand on en fait pas mal, ça fait faut prévoir quoi, faut prévoir le budget. Ouais. Oui, c'est vrai que sur une journée, ça peut vite monter quand même, mine de rien, donc autant bien choisir. Et puis, comme tu dis, si c'est pour choisir un temple qui est pris d'assaut par les photographes et payer 800 yens et avoir l'impression d'être dans le métro et puis pas pouvoir profiter de l'ambiance calme, de profiter de la végétation, c'est un peu bête, quoi. Oui, non, c'est vraiment dommage. Parce que moi non plus, nous, on n'aime pas du tout la foule. Juste se balader aux abords du temple,
C'est vraiment très très joli dans la forêt. Et à l'époque, il y avait un petit restaurant justement juste à côté. La dernière fois, il était fermé, je ne sais pas si... Mais voilà, pour s'arrêter aussi, il y a des petits endroits. Et justement, alors juste sur ton itinéraire aussi, tu avais indiqué un sanctuaire. Sagenomori, oui. Donc si par exemple vous n'allez pas du tout à la villa de Shugakuin et que vous commencez par Sagenomori en venant justement de la gare de Shugakuin, donc vous allez passer par Sagenomori. Je pense que personne ne le connaît à part les locaux. Enfin, je sais pas, je pense qu'il a rien de particulier au niveau historique mais voilà, c'est le genre de petit sanctuaire au milieu du bois où il y a 3 personnes qui viennent prier, mais avec la belle ambiance un peu wabi-sabi, justement, les émas tout passés, qui sont restés au soleil, on voit plus trop ce qu'ils représentent, et au milieu, justement, d'une forêt où il y a des érables. Et du coup, ça, c'est vraiment un petit sanctuaire sympathique. Voilà, sur le chemin du Manchuin, ça fait vraiment une belle petite promenade, une promenade dans la forêt, quoi. Vraiment, vraiment, on a l'impression, on est vraiment dans la nature. Donc voilà, on n'a pas l'impression d'être à Kyoto, le Kyoto que vous décrivez si mal. Justement, petite pause impression quand même, parce que on enregistre en visio. Je vois Laureline qui rigole depuis le début de l'interview à un grand sourire. Donc je me dis, Laureline, est-ce que déjà ton regard change un petit peu sur Kyoto ou pas? Ah ben moi directement, tu vois, parce que on a demandé à Alexandra l'itinéraire en fait pour que nous on ait un petit aperçu, c'est vrai qu'en fait on reconnaît pas le Kyoto qu'on nous vend en ligne, quoi, parce que forcément quand on planifie, on est à l'autre bout du monde, donc on n'a pas les mêmes ressources. Et forcément, en fonction, est-ce que si on cherche en français, est-ce qu'on cherche en anglais, est-ce qu'on cherche en japonais, si vous avez la possibilité de chercher en japonais, on ne tombe pas sur les mêmes informations, on ne tombe pas sur les mêmes endroits, les mêmes recommandations. Donc ça, c'est le genre de circuit, en fait, qui effectivement, pourrait me faire un détour par Kyoto. On va y arriver. Il y a encore un peu de boulot, mais on va y arriver. Je crois qu'il y a encore des temples pour finir de la convaincre. Donc... Ah oui, non, le plus beau reste à venir. Hein. Donc après le Manchuin, donc ça doit être je sais pas, à moins d'un kilomètre au sud, donc en direction du temple d'argent. Il y a un temple sur lequel on était tombé complètement par hasard en fin de journée, et c'est le temple du Enkoji, et ça a été le coup de cœur vraiment de l'automne. J'ai oublié de vous dire, mais on y était en 2019-2020. Voilà, on est resté 3 mois. De novembre à février, et on était logé pas loin en fait, on était dans le quartier. Donc on est tombé sur ce temple sans connaître voilà, absolument rien, et on a été complètement ébloui, ébloui, pas du tout, parce qu'en fait c'est un temple tout petit, super intimiste, mais vraiment émerveillé de l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est un temple qu'il faut absolument aller voir. Donc moi je souhaite du succès à votre podcast, mais pas autant pour qu'il attire toutes les foules là-bas d'un coup. Ça reste quand même un endroit tranquille. Bon, après il est assez connu. Il y avait quand même des photographes. Oui. D'ailleurs, il y a un photographe qui a été sympa de nous passer sa batterie, parce qu'on était en rate de batterie juste à ce moment-là, et il s'est dit non, c'est pas possible. Il nous a prêté sa batterie pour faire quelques photos. Donc voilà. Mais donc le temple, alors quand on monte, c'est un temple, donc il faut gravir un petit peu les escaliers. Donc on a aussi une belle vue pas sur toute la ville, mais sur le quartier là du Sakyo par là. Et en fait, à l'entrée du temple, il y a un jardin sec qui est vraiment... Enfin, moi, je suis pas spécialiste des jardins secs, mais j'ai trouvé qu'il était très original dans le sens où ce sont des spirales de gravier blanc, mais des spirales en 3D, comme des monticules qui montent en fait, des spirales qui s'élèvent. Et puis il y a des gros rochers, genre stalactites, qui se sont plantés un peu comme ça au milieu d'un monticule de mousse. Et donc tout ça avec vue sur la ville, et il y a aussi un cerisier pleureur, donc je pense qu'au printemps c'est un bon spot. Et donc il y a ce petit jardin qui est vraiment très sympathique, et puis après donc il y a un premier bâtiment qui permet d'aller voir, je crois, une chambre d'été. On peut pas y rentrer, mais au moins on peut la photographier et voir comment elle est vraiment c'est sympa. À l'époque je crois qu'il y avait une exposition
de Kokedama, non? C'est pas toi, Olivier, qui avait fait un... C'est les petites boules, les sphères de mousse où tu plantes une... Oui, ouais, Voilà, ouais, c'est il y ça. avait une petite expo de... Donc, bon, c'était mignon. Et après, donc, en fait, après, on pénètre à l'intérieur donc, du temple. C'est donc un jardin de promenade autour d'un petit étang. Donc ce petit étang, il est fabuleux. Donc là, on était arrivé, c'était pas le pic, mais il y avait beaucoup d'arbres déjà jaunes. Il y avait beaucoup de feuilles qui étaient tombées sur l'étang. C'était la fin de journée, donc il y avait une lumière feutrée. C'était vraiment génial. Il y avait presque personne. Donc on se balade, il y a même une petite bambouserie dans le fond. Bah, quand je dis petit, Ah, c'est petit, mais franchement, super charmant, vraiment, vraiment super joli. Et en fait, on peut monter aussi, il y a un cimetière au-dessus. Et puis après, du coup, il y a une véranda. Donc ça, c'est la véranda qui fait face donc au jardin. Et là où on peut rester un peu plus longtemps. Je crois elle est tapissée de rouge. Donc peut-être qu'il y a des photos qui sont connues du Enkoji, je sais pas. Mais... Et là, donc justement, la photo avec les érables en face. Et on peut rester longtemps à apprécier l'atmosphère. Vraiment, c'était vraiment... voilà, c'est ce genre de temple que j'aime bien, en fait. Je connais rien de l'histoire, de l'architecture, tout ça, mais c'est l'ambiance. Je trouve que ça nous transporte dans un moment hors du monde, en fait, où je trouve que vraiment, on se dit, purée, oui, c'est vraiment quand même... c'est vraiment chouette. Et puis, je sais pas, il y a plein de questionnements qui commencent à... méditation, enfin voilà, enfin bref. Non, vraiment, c'est un très très joli temple. Très très beau. Et puis, après, on a appris un autre truc, c'est qu'en fait, dans le coin, il y avait un bassin qui ressemblait à un bassin pour faire ses ablutions. Et en fait, on a appris que c'est un dispositif ornemental de jardin qui est destiné à faire du bruit quand l'eau s'écoule à côté. Donc ça s'appelle, je l'ai écrit pour pas m'oublier, ça s'appelle un suikinkutsu. Et en fait, apparemment, c'est très rare d'en trouver dans les jardins, donc c'est sympa. Donc il y a cette vasque aux ablutions. Et en dessous, enterré dans la terre, il y a une jarre en fait qui est ah oui. enterrée à l'envers, avec un trou au-dessus. Et donc en fait, quand on utilise le bassin ou quand il pleut et qu'il y a de l'eau qui s'écoule, ça va produire un bruit qui soi-disant devrait ressembler au bruit du coteau. Alors bon, on n'a pas trop entendu. Je sais pas si peut-être il était, enfin je sais pas. Après peut-être il faut l'entretenir. Mais bon, voilà, c'est sympa c'est le genre de petits trucs à la japonaise qu'à chaque fois qui m'émerveille. Je me dis waouh, c'est trop génial. Il me pense à tout. Donc voilà, le petit son des gouttes qui tombent et qui produisent un bruit qui vient briser le silence du temple. Et tu écoutes à travers un bambou, parce que moi j'en avais vu un une fois au sud de Kyoto, dans un jardin dont j'ai oublié le nom, mais il y a un article sur le blog. Et effectivement, c'était très sourd en fait, donc t'entendais pas trop, mais il y avait une espèce de bambou où tu te collais l'oreille pour justement accéder plus au son. Mais là, il y a... Non, non, là il y a rien. En principe, en principe, ça doit résonner. Bah, d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia pour regarder ce que c'est le Suikinkutsu, il y a un audio en fait D'accord. du Ah, bruit que ce serait censé faire. Mais nous, de toute façon, on savait pas que c'était ça. On l'a su qu'après coup, donc on l'a même pas. Mais pour tout vous dire, je pense que de toute façon, le bassin n'était pas fait pour être utilisé. Donc je sais pas si il aurait peut-être fallu attendre qu'il pleuve vraiment pour entendre hmm. le bruit du dispositif. Oui, c'est le genre de détail en fait qui rajoute un peu de magie forcément à l'expérience parce qu'on est immergé et par l'image par ce qu'on voit en fait et par le son. C'est quelque chose un élément dont on parle régulièrement dans le podcast en fait où le Japon est un pays très sonore. Donc c'est ce genre Ça, c'est vrai. de petits détails en fait qui rajoutent un peu de magie au voyage quoi. Et bien d'ailleurs, on en profite parce que on a trouvé un extrait libre de droit et donc voici pour vous le Suikinkutsu. Et après, c'est ce que tu disais. C'est pour ça que j'en ai parlé parce qu'en fait, je pense vraiment qu'au Japon et donc à Kyoto en général, si on y va
et qu'on ne connaît rien, n'a rien, donc ça arrive souvent, et ben en fait on ne voit rien. Et je pense que quand quand on a un guide, mais quand on a lu des choses et quand on sait ce qu'il y a à regarder, du coup on apprécie d'autant plus notre séjour là-bas. Et donc c'est pour ça qu'avec Slow Kyoto, j'essaie vraiment de transmettre certaines petites choses aux gens parce que je pense que ça les prépare vraiment à ce qu'ils vont découvrir. Et voilà, c'est ce genre de truc, si on va dans ce jardin en sachant qu'il y a ça, bon ben on va le voir, on va peut-être pas l'entendre, mais rien que ça va nous mettre en joie parce que voilà, on sait ce qu'on regarde, on sait ce qu'il y a derrière et je trouve que ça participe vraiment à la réussite de notre séjour au Japon. Non, mais t'as carrément raison. Et puis donc voilà. Et donc le Enkoji, oui, donc en fin d'après-midi, c'était très chouette parce qu'en sortant, ils avaient allumé toutes les lanternes, donc du jardin sec et jusqu'à la sortie. Et ça faisait une atmosphère vraiment magique, c'était vraiment chouette. Donc une super adresse, quoi. Et je crois que le prochain temple, alors moi je l'ai fait. Effectivement, franchement, c'était un méga souvenir, c'est vraiment super chouette. À l'automne aussi. Et effectivement, je pense que ton conseil de venir en train et de marcher ensuite pour commencer le circuit est mieux que mon option que j'avais choisie qui était de prendre le bus. Parce que, comme tu le disais, il y a pas mal de temples sur l'automne et il y a beaucoup de touristes, enfin en tout cas sur la fin du circuit que tu nous proposes là. Et c'est vrai que ça avait été un enfer, mais pour la première fois, j'avais vu des pousseurs qui nous avaient bourrés à coups de coude à l'intérieur des bus. Ça avait été un enfer, mais vraiment un enfer. Et finalement, on avait marché parce on a quand même fait un aller et après on s'est dit non mais le retour, mais même pas en rêve. C'était ça, plus les petites mamies qui avaient leur chariot qui voulaient quand même nous bourrer à l'intérieur du bus, plus le chauffeur qui devait être exaspéré, qui nous sortait un Haidozo et qui nous insultait limite parce qu'on n'avait pas préparé la monnaie pour sortir. Ah oui. Donc c'est vrai que le bus à Kyoto, ouais. Ça peut être stressant. Venir en train et à pied, c'est mieux. Oui, bah, donc en fait, si vous voulez commencer par le sud, il y a aussi le train à la station de Ichijo-oji. Donc moi, je vais parler de Shogakuin si vous commenciez par le nord, mais si vous commenciez par le sud, Ichijo-oji, et à ce moment-là, vous commencez par donc, le temple dont tu parlais, Shisendo. Il est connu, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Et il est connu, je pense, surtout à la saison aussi des azalées d'ailleurs, au mois de mai. Il y a des buissons taillés en forme de boule. Là, c'est un jardin sec aussi, le Shisendo. Mais contrairement aux autres jardins secs qui sont du gravier, là c'est du sable brossé, donc du sable presque blanc brossé. Et c'est vraiment, vraiment très très beau. Et donc c'est un jardin sec qu'on peut donc contempler depuis une terrasse, une véranda. Donc on a aussi accès à l'architecture. Mais en plus de ça, il est couplé à un jardin de promenade qui est vraiment très chouette. Donc là pour le coup, il y a aussi un étang avec des carpes koi. Et il y a un autre dispositif qui fait du bruit, le shishi-odoshi. Ça c'est, je sais pas, non je crois pas que c'est celui dont tu parlais, mais c'est en fait c'est une pipe de bambou sur un axe qui se remplit d'eau d'un côté et quand elle est lourde, elle se vide d'un coup et elle claque contre un rocher. Ça produit un claquement comme ça donc régulier et ça rythme un peu. En fait, il y en a qui disent que au départ, je crois que c'est des dispositifs genre épouvantail qu'ils mettaient dans les champs pour effrayer les animaux. Et là, en fait, dans les jardins, ça permet quand on entend le son, on s'aperçoit qu'avant il y avait du silence. Donc en fait, on apprécie d'autant plus le silence. donc voilà. Donc avant de vous balader, vous entendez ce claquement sec et en fait vous voyez donc le shishi-odoshi dans un coin du jardin. Mais c'est vrai que j'avais adoré cette vue sur la terrasse avec les gros buissons d'azalées taillés tout en rond. Il y a un côté très doux en fait dans ce jardin que tu as moins dans d'autres où effectivement les pins sont taillés, c'est beaucoup plus linéaire, rectiligne, graphique. Alors que là, il y a un côté un peu cocon plus qu'on retrouve moins dans d'autres. Non, c'est vrai. Et puis en plus, le fait que ce soit du sable et pas des graviers, je crois que ça rajoute aussi à la douceur du jardin. Et du coup, voilà, c'est super parce qu'en fait, ton itinéraire, c'est un itinéraire clé en main. Tu dirais plutôt une grosse demi-journée, une journée entière ? Moi, je pense qu'il faut une journée. Une journée entière, ouais. Je pense bien quand même, parce que même si c'est pas très long, mine de rien, ça prend du temps, surtout si on visite les temples. Et puis, entre-temps, faut manger, Je pense qu'en une demi-journée, c'est quand même... non, c'est pas slow, hein, du coup. Hein. On est tous à trottinette, du coup. Voilà, tout ça trottinette. Non, à vélo, voilà. À vélo, par contre, ça serait le top. Sans visiter le Manshuin, mais quand même en allant se balader dans les bois et en descendant, en s'arrêtant que pour le Enkoji et le Shisendo,
peut-être que moins d'une journée. Après, on aura la soirée pour faire d'autres trucs. À la limite, vous pouvez aller aussi au temple d'argent après, qui est franchement chouette aussi. Donc, Non, mais on valide sur la journée. Laureline est contente. Oui. Elle est ravie. Elle a un itinéraire clé en main. Elle a Voilà. gagné du temps pour organiser son prochain séjour. Comme d'habitude, on mettra la carte dans le descriptif de l'épisode pour que du coup tout le monde puisse retrouver facilement ces petits circuits. Et puis s'il y a des gens qui vraiment suivent tes pas, Alexandra, bah, pensez à nous, envoyez-nous une petite photo parce que nous, on sera pas au Japon quand vous y serez. Ça nous fera tellement plaisir de voir vos photos de tous ces temples quand vous serez en voyage. Et puis, Oui. on vous mettra aussi les liens vers tes articles de blog, Alexandra, pour que vous puissiez aussi retrouver ce dont on a parlé sur ton blog Slow Kyoto. Et puis, je pense qu'on a fait le tour sur cet itinéraire, à moins que tu voulais ajouter autre chose. Non, sur l'itinéraire, si vous allez très très vite, il y a juste à côté, il y a un autre petit temple, c'est le Konkupuji. Je sais pas si vous connaissez. Eh ben non, mais on est là pour apprendre plein de trucs, non, alors vas-y. voilà. Il est tout à côté du Shisendo. Et c'est un temple, alors vraiment c'est tout petit, mais en fait l'anecdote sympa c'est que le poète Basho, donc le poète célèbre de haïku, aurait séjourné là-bas. Et en fait c'est un temple, il y a un tout petit jardin sec, mais après il y a une petite colline qu'on gravit. Et au-dessus il y a une hutte traditionnelle avec un toit en paille en chaume. Et soi-disant, il aurait été reconstruit par ensuite un disciple ou un ami, un autre poète Buson qui est connu et qui est enterré dans ce temple en fait. Après, il y a accès à un petit cimetière. Donc ce poète-là plus 3 de ses disciples qui sont enterrés. Et donc il y a aussi une jolie vue sur la ville. C'est un joli petit temple d'automne. Et il n'y a vraiment personne, donc il est très sympathique. Donc voilà, si vous aimez la poésie, le haïku, l'histoire, c'est un petit temple aussi que vous pouvez rajouter à votre visite et qui est à côté. Oui, puis en plus, sur l'itinéraire que tu nous as envoyé, je vois qu'on a mis un peu fin à l'épisode tôt, parce que j'ai vu que tu avais encore d'autres points que tu avais recensés. Il y avait le Tanukidani Fudo Inn. En fait, j'ai recensé d'autres temples qu'on a fait dans le coin qui sont tous dans le quartier. Là, par contre, c'est très sportif. Il y a je ne sais pas combien de marches d'escalier pour gravir la montagne. Donc, c'est vraiment un temple qui n'est pas du tout touristique, parce que généralement, les gens n'ont pas envie de se taper 2 heures à grimper des escaliers. Et en fait, il y a des tanuki sur le chemin. Des tanuki, il y en a plein. Il y en a dispersés tout le long du chemin. Il y a des torii. C'est une balade dans la forêt, quoi. Et en haut du temple, le seul truc qui pourrait être sympa, c'est qu'en fait, il y aurait une cascade où le fameux samouraï... comment il s'appelle, Miyamoto Musashi, je crois. Oui. Voilà, c'est là pour s'entraîner, il se mettait sous la cascade. Donc c'est un temple aussi qui a donc ce samouraï, il était pas mal dans ce quartier. Donc voilà. Donc ça c'est un temple bouddhiste par contre, qui est gratuit. Et il y a une véranda après. Le temple en lui-même est pas forcément joli, mais bon, là, c'est plus la balade dans la forêt. Voilà, si on a envie de marcher, si on aime marcher. Eh bah top. Du coup, ça nous lance sur notre section coup de cœur. Et pour le coup, c'est toi, Alexandra. C'est devenu une tradition maintenant. C'est notre invité qui lance le jingle. Donc, à toi. C'est parti. Jingle. Eh bien, après ce jingle lancé avec brio, on attend tes recommandations, Alexandra. Je ne doute pas que ce sera tout aussi intéressant que le parcours que tu nous présentes. Donc, qu'est-ce que tu as choisi ? Donc, j'ai choisi des livres illustrés par Sandrine Thomen. Donc, je pense qu'elle est assez connue. Mais je pense que toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants n'ont pas forcément acheté ces livres. Et puis, c'est pour parler surtout des éditions Piquier. Voilà, pour moi, c'est vraiment un éditeur fantastique. Et littérature Japon asiatique, ils sont géniaux. Et en fait, Piquier Jeunesse, ils ont édité plusieurs livres autour du Japon. Et ceux qui sont illustrés par Sandrine, on les trouve vraiment, vraiment super beaux. À tel point qu'en fait, je prends l'excuse de mes enfants pour les acheter, mais c'est moi qui les lis plus. Ouais, ils les aiment, non, ils les aiment, mais franchement, et donc là, en fait, je voulais vous en parler de 2 ou 3 qui sont vraiment mes préférés. Il y a donc Choses petites et merveilleuses,
Et ça, c'est un petit livre qui est complètement, qui est vraiment très très beau. Et en fait, il s'articule autour de chaque mois de l'année au Japon, avec une double page. Il n'y a pas beaucoup de texte, c'est très minimaliste. Et chaque mois de l'année, avec voilà, tous les symboles, par exemple octobre-novembre, donc quand on a par exemple la période des Momiji. C'est plein de petits détails, c'est vraiment voilà, apprendre tout au long de l'année, dire ah bah tiens, on est passé au mois de décembre, on va regarder ce qui se passe au Japon. Et donc voilà, c'est vraiment la vie quotidienne, c'est vraiment, vraiment très très beau. Après, il y a le dernier livre qu'elle a sorti, Sandrine Thomen. Donc là, pour le coup, celui-là, donc il n'y a que son nom parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire. La couverture est magnifique. Ouais, il est vraiment beau. En plus, il est en embossing, là. Enfin, voilà. Ouais, c'est en relief, tu as la couverture un peu en relief. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, puisque à la base d'un podcast, c'est d'être sur de l'audio. Exactement. En fait, est-ce que tu peux nous décrire la couverture ? Oui, donc ça s'appelle Une journée au Japon et en fait la couverture c'est donc plein de kitsune, non? Ça s'appelle donc c'est donc des renards, des statues de renards avec des petites bavettes rouges qu'on voit dans les temples. Donc par exemple le Fushimi Inari. Donc peut-être c'est l'inspiration du Fushimi Inari d'ailleurs parce qu'on voit des torii en enfilade avec des forêts, des bois. Et puis, donc le principe de ce livre, c'est qu'en fait, on suit des personnages de l'aube jusqu'au crépuscule, une journée d'été, d'après ce que moi j'ai compris. Et en fait, il n'y a pas de texte. Et donc, c'est plein de situations de la vie quotidienne. Donc, l'école, le temple, le sento. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment, on peut passer 10 minutes sur chaque double page, voire plus, et on va toujours trouver des petits détails qui vont nous ramener voilà, donc, dans notre séjour au Japon. Et si on ne connaît pas le Japon, je pense que justement on va s'amuser à regarder tout ce qu'on ne connaît pas et on va devoir faire des recherches parce que voilà, par exemple ici il y a une page où on voit le temple d'argent. Et puis en fait on voit le marché aux poissons, on voit il y a plein de petites surprises, c'est vraiment chouette et je trouve que Sandrine elle illustre le Japon vraiment avec une dextérité, enfin moi j'adore, je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour illustrer la poésie justement qu'il y a au Japon. Donc ça c'est son dernier livre. Bah écoute, en tout cas, ces deux bouquins, enfin moi je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'avec Laureline on propose assez peu de choses pour les enfants vu que bah voilà, on n'est pas concerné, on n'a pas trop de références. Et puis moi ça m'intéresse aussi pour les cadeaux de Noël des neveux et nièces. Parce que le but c'est quand même de convertir la nouvelle génération dès le plus jeune âge à la passion du Japon, donc ça peut être vachement sympa de prendre en plus le temps avec eux, parce que comme tu dis il n'y a pas d'histoire, donc c'est un peu le principe du chercher-trouve et puis de prendre le temps avec l'enfant aussi et puis de lui raconter. D'écrire, ouais. voilà, d'écrire ce que vous voyez, ce que vous trouvez. Zoé, là, je vais vous faire justement pour son anniversaire, là, pour ses 6 ans. Et elle a vu plein de choses que moi aussi, j'avais pas vues parce qu'elle l'a même prise toute seule et elle a feuilleté, elle a vraiment beaucoup aimé. Et après, oui, pour tes neveux et nièces, il y a celui du yokai. Ah, celui-ci, je l'avais vu. Ouais, il est vraiment chouette. Bon, c'est forcément les yokai, les enfants, ça leur plaît toujours. Ça leur fait rigoler. Ça les fait rigoler, même s'il y en a qui sont plus ou moins effrayants. Mais les illustrations sont super. Le choix des yokai est vraiment chouette pour une entrée en douceur dans le monde des yokai, quoi. Et donc le principe, c'est un peu catalogue. T'as une page par yokai, c'est une histoire, ça marche comment ? Non, donc il t'explique d'abord ce que c'est un yokai et puis après, oui, elle a sélectionné, je pense, les yokai les plus connus. Donc le tanuki, on apprend que c'est un yokai. Voilà. D'accord. Donc il y a le tanuki, il y a le tengu, il y a le kappa et après plein de petits des yokai moins connus. Donc voilà, le kitsune. C'est même pas par ordre alphabétique, non. Je pense qu'ils ont choisi comme ça, peut-être en fonction des plus connus. Donc ça, par contre, c'est pas Piquier, c'est Actes Sud Junior. Voilà. D'accord. Ouais. D'accord. Et puis, bon, enfin non, c'est bon, vous en voulez d'autres. Bah, si, je les ai pas tous pris, mais vraiment, ceux qu'on aime vraiment beaucoup, il y a celui, j'écris des haïkus. Donc ça aussi, c'est Piquier Jeunesse. Et je trouve que c'est très très chouette, même pour les adultes. Parce que c'est une introduction à la poésie, au haïku très ludique et vraiment sympathique.
Donc, c'est aussi articulé autour des saisons, parce que dans les haïkus, en fait, donc c'est 3 vers, il y a toujours un mot de saison. Donc, il nous explique tout ça, en fait, comment on construit des haïkus. Il nous anime, il nous encourage à écrire nos propres haïkus. Et c'est vraiment un très beau livre. Il est vraiment, vraiment bien fait. Donc, je trouve il est vraiment chouette. Et c'est pareil, c'est des activités à suite qu'on peut avoir avec les enfants en dehors du Japon pour maintenir ce lien, voilà, avec le Top. Japon. C'est sympa. Et le dernier, le Kami de la Lune. Le dernier, le Kami de la Lune. Alors là, c'est différent. C'est pas des thèmes comme ça sur le Japon en général. C'est plus un conte traditionnel. Et la mise en page est très sympa. Les palettes de couleurs sont très, c'est bleu, vert, noir. C'est très limité. Vraiment, au niveau graphique, il est très chouette. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui fait des bêtises et qui doit réparer ses bêtises, voilà, avec la divinité de la lune. C'est sympa, voilà, vraiment sympathique. Donc, Sandrine, on t'aime, vraiment, continue. Et puis Piquier aussi, vraiment, il fait du super boulot. Donc, je pense que c'est aussi un éditeur à aller voir. Ils ont plein de livres, de toute façon, sur le Japon. Alors, Donc, je suis désolé Alexandra, mais je n'ai pas du tout écouté la dernière discussion de ton livre, donc je le réécouterai en réécoutant l'épisode, parce qu'il fallait que je gère mon chat je pour qu'il vois la arrête de queue de ton miauler, qu'il chat, nous pourrisse la effectivement. piste. Donc on n'a pas d'enfants, mais on a des animaux, et c'est Voilà. pas forcément le plus simple. D'accord, bon, tu pourras toujours essayer de lui lire les livres, je sais pas, peut-être qu'il sera intéressé, mais... Ça risque d'être compliqué quand on parlera du kitsune, mais bon, on peut tenter quand même. Bon, donc voilà mon coup de cœur, les livres sur le Japon, qui nous permettent finalement, là ça va faire 3 ans, comme tout le monde, qu'on n'est pas allé au Japon, et ça nous a permis quand même d'entretenir ce lien avec les choses qu'on aime de là-bas, et puis continuer d'apprendre, parce qu'en lisant forcément on découvre aussi toujours, et puis voilà, ce sera un plaisir d'y retourner, donc Olivier bientôt. Et puis de ton côté, t'as quelque chose de prévu aussi ? Pas l'année prochaine, on pourrait peut-être avoir un nouveau sabbatique en 2024. Ah, Donc on va voir, mais non, l'année prochaine, je pense que là, au niveau budget, c'est... Oui, ça calme. Oui, ouais. Non, mais surtout que, voilà, si on y retourne, j'ai envie d'y rester plusieurs semaines, donc voilà, j'attendrai de... autant mettre des sous de côté pour en profiter pleinement le moment venu, ouais. Eh ben écoute, Voilà. en tout cas, franchement, on a passé un super moment avec toi. T'as vraiment, je trouve, retranscrit cette ambiance que j'aime de Kyoto, et j'espère qu'on t'aura convaincu, Laureline. En tout cas, c'est un circuit qui fait vraiment rêver. Comme tu le disais, c'est un peu passe-partout. T'as des spots printemps, saison des pluies, automne. Et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est un Kyoto vraiment hors des sentiers battus. Et voilà, j'espère que ça intéressera aussi toutes nos auditrices et nos auditeurs. En tout cas, moi, ravi, des bons conseils aussi pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, super content de cet épisode. Merci beaucoup. Et oui, exactement, c'est ce que tu as dit. Je pense que ce quartier, il a visité n'importe quelle saison. Donc là, on a parlé de l'automne, mais sincèrement, voilà, il faut y aller en fait. Et puis, ah oui, je rajoute quelque chose, c'est que peut-être, en fait, ce circuit, il avait fait partie. Donc nous, on a une newsletter et on envoie régulièrement des articles à nos abonnés. Et donc l'année dernière, on avait fait le Momiji virtuel. Donc ça faisait partie d'une série d'emails qui avait duré 1 semaine. Donc ça, c'était un des circuits qu'on avait choisi. Il y en avait 4 autres. Et peut-être que j'éditerai, peut-être pour l'année prochaine, le guide complet du Momiji, justement, qui sera disponible en PDF à ce moment-là. Ah, sympa. Alors, on avait fait ça pour le Hanami. Et donc, je vais peut-être faire ça pour le Momiji aussi. Parce que je pense qu'il y a aussi d'autres circuits qui peuvent intéresser les gens. Et voilà, juste basé sur l'expérience. Voilà, des choses qu'on a vues quand on était là-bas. Voilà. Eh ben, Je vous merci en remercie. tout cas. Oui, on a passé un super moment. C'était un grand plaisir de te recevoir, puis de te rencontrer, d'échanger sur Kyoto. Du coup, on peut te retrouver sur ton blog Slow Kyoto et peut-être sur Instagram aussi. Oui, surtout Instagram, ouais. Slow Kyoto aussi. Donc Slow Kyoto tout attaché. Et slowkyoto.com sur le blog. Et Instagram, je suis souvent plus active. Maintenant, c'est vrai que les réseaux sociaux, je sais pas, je les ai pris en grippe.
Bon, je continue d'aimer Instagram et c'est vrai que c'est plus quand à l'approche d'un article que je vais envoyer, je suis plus active sur Instagram. Mais il y a déjà quand même beaucoup de contenu sur Instagram. Ça fait 4 ans qu'on écrit et qu'on poste. Donc oui, vous pouvez aller voir les photos, lire les descriptions. J'essaye de dire toujours des choses assez intéressantes. et puis les articles, voilà, par newsletter. Là, j'ai plus trop le temps malheureusement d'écrire du neuf, mais j'en renvoie à tous les nouveaux abonnés. Plein d'articles sur des sujets variés, l'ikebana, le papier washi, l'artisanat, la poterie, parce que c'est ce qui nous intéresse d'abord, ou alors les fêtes traditionnelles, et puis voilà, éventuellement des itinéraires de saison à Kyoto. Voilà, où vous pouvez nous retrouver si le cœur vous en dit. Eh ben parfait, du coup je pense que ça conclut cet épisode de novembre. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez toujours nous retrouver nous aussi sur Instagram à podcast.abibito, par mail à podcast.abibito@gmail.com. Et puis en attendant de vous retrouver le mois prochain, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast et Spotify. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci.